Toujours dans le deuxième chapitre cryptographie classique, donc on a vu, je crois, 2 algorithmes et on a commencé le troisième. Donc le premier algorithme, c'est l'algorithme de décalage. On appelle aussi algorithme de César. On a vu la fonction de chiffrement, de déchiffrement et un exemple. Ensuite, l'algorithme de substitution, le deuxième, donc c'est-à-dire substituer chaque lettre par une autre lettre, par exemple A par Z, B par J, ainsi de suite. Donc on a vu dans le premier algorithme le nombre de clés c'était 26 ou bien 25 clés possibles. Dans le deuxième on a dit que c'était 26 factoriels. Dans l'algorithme de substitution on a dit que c'était 26 factoriels dans l'ordre 4 fois 10 à la puissance 26 clés possibles. D'accord. Lorsqu'il n'y avait pas les ordinateurs, c'était un algorithme efficace. Mais avec l'apparition des ordinateurs, donc même s'il y a 4 fois 10 à la puissance 26 clés possibles, donc c'est très facile de retrouver la clé en utilisant juste une recherche exhaustive. Troisième algorithme, c'est le chiffrement linéaire. On appelle aussi chiffrement affine. Là où j'ai déjà expliqué, donc la fonction de chiffrement c'était f de x, ax plus b, donc la clé c'est la paire a et b. Donc on a dit combien de clés il y avait ici. Donc la clé ici c'est a et b, donc ça c'est la fonction de chiffrement. Regardez d'abord la fonction de chiffrement, c'est f de x égale à ax plus b. Donc la clé ici, on a dit que c'était... Je regarde le chat. Donc, c'est quoi la clé ici? Vous êtes là? Le nombre de clés, oui, ben ça y est, le nombre de clés c'est 26 fois 26 et ça c'est le nombre de clés. Mais la clé c'est A et B, c'est la paire A et B, d'accord? Le nombre de clés c'est 26, c'est-à-dire A peut prendre des valeurs très bien de 0 à 25 et la même chose pour B peut prendre de 0 à 25. Par exemple, je peux prendre la clé 25x plus 23 modulo 26. D'accord? Donc j'ai donné, donc ça c'est la fonction de chiffrement. La fonction de déchiffrement, vous m'avez dit que il suffit pour trouver la fonction de déchiffrement, il suffit de trouver x en fonction de y. Donc ça c'est y, c'est la lettre chiffrée. Donc x égale à quoi? C'est y moins b sur a pour retrouver x. Le problème avec le chiffrement linéaire, donc j'ai donné 2 exemples pour voir le problème avec ce type de chiffrement. Donc pour le premier exemple, on a dit que si je vais déchiffrer, lors du déchiffrement, pour le chiffrement, il n'y a aucun problème. Je vais prendre ma lettre claire x, je vais multiplier par a plus b, j'aurai jamais de problème. Le problème se situe lors du déchiffrement. Lorsque je vais essayer de déchiffrer, je vais retrouver dans l'exemple 1 16 sur 6. Donc si je prends la clé 6, 6 et je chiffre par exemple 7, je vais avoir 42 plus 6 modulo 26 et 22. Je vais avoir 16 sur 6, c'est un nombre qui n'appartient pas à Z26. Donc je vais avoir 4, 3, même pas 2 et demi, 2 virgule. Donc c'est-à-dire je ne peux pas faire l'inverse, je ne peux pas déchiffrer. Il faut avoir, pour pouvoir déchiffrer, il faut trouver un nombre de 0 à 25. D'accord? Il ne faut pas retrouver des réels. Pour l'exemple 2, qu'est-ce qui arrive? On a trouvé des réels lorsqu'on a chiffré 0
Et on a chiffré aussi 13. Donc on a pris la clé 4 et 7. On a trouvé pour 0, 7. Et pour 13 aussi 7. Ça veut dire que f n'est pas injective. D'accord? F n'est pas injective. Je répète ici. Ça veut dire n'est pas injective. Par exemple ici, regardez 1 et 2, ils ont la même image B. Donc ça c'est un problème. Donc imaginez que ça c'est la lettre en clair, ça c'est la lettre chiffrée. Donc 1 et 2, je chiffre les deux lettres par B. Lors du déchiffrement, je ne sais pas est-ce que c'est 1 ou c'est 2. Donc il faut que la fonction soit injective. D'accord? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, le problème se situe dans la clé. C'est-à-dire, je ne peux pas. Votre camarade m'a dit qu'il y a 26 fois 26 clés possibles. C'est vrai. Dans la totalité, il y a 26 fois 26. Mais en réalité, je ne pourrais pas utiliser toutes les clés possibles. Donc, comment je vais savoir? Donc, tout d'abord, il ne faut pas dire je divise par 1. D'accord? Donc, ici. La fonction de déchiffrement, on ne va pas dire c'est x égale à y moins b sur a. Parce que si je divise par a, ça veut dire que je vais avoir des cas où ce n'est pas des entiers. Alors que d'accord? L'exemple, comme l'exemple 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas dire sur a, mais fois l'inverse de a. Et l'inverse de a, si c'était un ensemble de réels, l'inverse de A, c'est 1 sur A. D'accord? Dans l'ensemble des réels. Mais dans l'ensemble des entiers, l'inverse de A n'est pas... c'est pas 1 sur A. C'est pas 1 sur A dans tous les cas. Donc, l'inverse de A... Donc, je vais écrire ici. Donc, l'inverse de A... Comment je vais retrouver l'inverse de A, on va voir après. D'accord? Donc maintenant, essayez de comprendre seulement que A fois son inverse. Je vais essayer d'écrire quelque part. Je vais essayer d'écrire ici. Donc essayez seulement de comprendre que A fois A moins 1. D'accord. Donc A fois 1 moins 1 égale à 1. Bon, modulo n par exemple. Modulo n égale à 1. Donc, je répète. Donc, je ne vais pas dire dans la fonction de déchiffrement, pour que ça soit plus correct, je ne vais pas dire que x égale à y moins b sur a, comme on a dit la fois passée, mais c'est fois a moins 1. Et dans ce cas-là, lorsque je vais dire fois a moins 1, c'est a moins 1, c'est quoi? C'est l'inverse de a. Donc a moins 1, c'est l'inverse de a. Et il n'existe pas dans tous les cas. A moins 1 est l'inverse de a. D'accord? Et l'inverse de a, l'inverse d'un nombre, on ne peut pas trouver toujours l'inverse de a. Je vais... L'inverse d'un nombre. Il n'existe pas toujours. D'accord? Donc, il y a des cas où je peux trouver l'inverse. Il y a des cas où je ne pourrais pas trouver. Donc, je vais vous donner un exemple pour comprendre. L'inverse de 3, bien sûr, il faut donner un ensemble. Donc, modulo, donc Z26. Donc, modulo 26. Ça va être, qui peut me dire l'inverse de 3 égale à quoi? Qui peut me dire l'inverse de 3? C'est-à-dire quoi l'inverse de 3? C'est-à-dire c'est quoi le nombre? Donc 3, je vais mettre 3 ici. C'est quoi le nombre dont je multiplie 3 et ça va me donner, modulo n, ça va me donner 1.
Donc, dans modulo 26, donc son inverse, c'est 9. Pourquoi? Parce que 9 fois 23, ou bien sûr, 9 fois 23, ça va vous donner 27. Modulo 26, ça va vous donner 1. Donc, car, donc 3 fois 9. 3 fois 9. Donc, égal à 1 mod 26. Oui, 26. D'accord? 3 fois 9. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Je peux dire que 9, c'est l'inverse de 3. Et 3, c'est l'inverse de 9. D'accord? Donc, un autre exemple. C'est quoi l'inverse de 2? Qui peut me dire c'est quoi l'inverse de 2 modulo 26? Donc, juste une autre remarque. Donc, si je prends un autre exemple, par exemple 30, et je vous dis c'est quoi l'inverse de 3? C'est pas 9. D'accord? Donc, ici, l'inverse de 3, c'est 9 dans Z26, modulo 26. D'accord? Donc, si je prends modulo 30, donc 3 fois 9 modulo 30, ça va pas vous donner 1. C'est-à-dire que 9 n'est pas l'inverse de 3 dans un autre ensemble. Donc, si je vous dis, donnez-moi l'inverse de 2 modulo 26. Ou là, oui, vous ne pouvez pas trouver. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, l'inverse de 2 modulo 20... attendez. Donc, l'inverse de 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut chercher un nombre. Un nombre. Donc, si vous mettez 2 ici, il faut chercher le A-1, l'inverse de 2, dans lequel vous multipliez 2 pour avoir un 1. Donc, et le nombre, le A-1, il appartient à Z26. C'est-à-dire, je ne peux pas retrouver ici un autre nombre qui n'appartient pas à Z26. Donc, c'est de 0 à 25. Donc, essayez, si vous prenez 2 ici, essayez tous les nombres de 0 à 25, vous n'allez pas retrouver un nombre qui va vous donner 1. Vous multipliez 2 par 1, ça va vous donner 2. 2 fois 3, 6. 2 fois 17, 34 modulo 26. Donc, vous n'allez pas retrouver l'inverse de 2. Ça veut dire l'inverse des nombres entiers, n'existe pas toujours. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il y a des nombres qui ont des inverses et des nombres non. Donc, si je vais aller à l'ensemble des réels. L'ensemble des réels, donc A fois 1 moins 1, parce que l'inverse de A, c'est 1 sur A, puisque je peux diviser dans les réels. Donc, A sur 1 sur A, ça va vous donner toujours 1. D'accord? Mais dans Z, je ne pourrais pas trouver. C'est pour ça, regardez, c'est pour ça ici, 6. Bon, pour 6, oui, pour 6 ici, 6 n'a pas d'inverse. C'est pour ça que je vais essayer de diviser. Normalement, je vais multiplier 16. D'après la fonction de déchiffrement, je vais multiplier 16 fois l'inverse de 6. D'accord? 16 fois l'inverse de 6, je vais retrouver un résultat. Donc ici, 4, j'ai trouvé 7. D'accord? Mais je ne pourrais pas utiliser cette clé parce qu'elle va me donner un résultat qui n'est pas... Elle va me donner f qui n'est pas injective. Donc, pour pouvoir utiliser cet algorithme, qu'est-ce qu'on va faire? Donc d'abord, ici, vous avez un exemple de chiffrement. Donc si je veux chiffrer hot, H-O-T, le mot hot en utilisant un chiffrement linéaire, donc vous avez la fonction, vous avez d'abord la clé K, c'est 7, 3, donc c'est-à-dire f de x, c'est 7x plus 3. 7, donc vous codez le mot H-O-T, 7, 14, 10, 19. Donc vous multipliez 7 fois 7, 7 fois 14 plus 3. Donc vous allez retrouver un résultat modulo 26. Vous allez retrouver le message chiffré, c'est 0, 23 et 6. D'accord? 0, 23 et 6. Donc ça c'est le message chiffré. Donc pour déchiffrer, c'est la fonction de déchiffrement, ça va être quoi? C'est l'inverse, normalement c'est y-3, d'accord, y-3 fois l'inverse de 7.
Donc y moins 3 fois l'inverse de 7. Vous pouvez vérifier que l'inverse de 7, c'est 15. Vous multipliez 15 fois 7, vous pouvez multiplier 15 fois 7. Donc, je n'ai pas une calculatrice ici. Donc, c'est 105. D'accord. Et 105 modulo 26, ça va vous donner, parce que si vous divisez 105 par 26, ça va vous donner 26 fois 4, ça, c'est 104. 26 fois 4, c'est 104. Donc, le reste, ça va être 1. D'accord. Donc, ici, on vous donne la table de multiplication. Attendez. Donc, ici, la table des inverses. D'accord. Donc, essayez de prendre comme ça. Ensuite, je vais vous donner, je crois, en TD, la table, comment vous calculez l'inverse d'un nombre. Donc, là, j'ai donné tous les nombres inversibles, c'est-à-dire ceux qui ont un inverse. Donc, 1, il a un inverse, son inverse c'est 1. 3, son inverse c'est 9. 5, c'est 21. 7, c'est 15. 11, c'est 19. 17, c'est 23, ainsi de suite. Donc, bien sûr, ici, on ne vous a pas dit c'est 9. Par exemple, ici, de 7 jusqu'à 11. Parce que l'inverse de 3, c'est 9. Et l'inverse de 9, c'est 3 aussi. D'accord? Donc, ici, on ne vous a pas donné l'inverse de 21. Parce que c'est 5. Donc, je reviens toujours au nombre, si vous avez compris. Donc, ce qu'il faut retenir jusqu'ici, c'est que pour utiliser ce type d'algorithme, il ne faut pas utiliser n'importe quelle clé. C'est-à-dire, il n'y a pas en totalité 26 fois 26 clés. Donc, là, le problème se situe à quel niveau? Est-ce que c'est... qu'est-ce qui nous pose problème? Est-ce que c'est le A ou bien c'est le B qui pose problème? C'est-à-dire, c'est pas 26 fois 26, je vais prendre moins de clés possibles. Est-ce que ça va être B qu'on va restreindre l'ensemble de B ou bien de A? C'est-à-dire, B peut prendre 26 valeurs et A peut prendre 26 valeurs. Moins de 26, soit B ou A ou les deux. Donc, quel ensemble je vais restreindre et pourquoi? Je ne sais pas ce que la question, les deux. Rahish me dit le A et Bessaï me dit les deux. Donc pourquoi B, ça nous dérange? Pourquoi? Regardez. Y moins B. Est-ce que ça nous pose un problème lorsque je vais me soustraire? Parce que j'ai déjà fait ça dans le premier algorithme. Y moins K. On a dans le premier algorithme, on a dit il y a x plus k, ensuite y moins k. Toujours, ça me donne un entier lorsque je fais la somme ou bien je fais la soustraction. Surtout que je vais réduire modulo 26. Donc l'addition, la soustraction, ça va pas nous poser problème. C'est-à-dire ce y moins b, le b ne pose pas de problème. C'est le a moins 1. Est-ce que je divise par a? Donc, si, regardez ici. Donc, y, c'était... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Bon, ici, j'ai pas déchiffré. Ici, le problème que j'ai constaté ici, par exemple, c'est qu'il y a deux valeurs, 7, 7. Donc, essayez de déchiffrer, vous allez voir. Donc, ici, lors du déchiffrement, je trouve que je ne pourrais pas calculer l'inverse de 6. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un résultat, on ne va pas le prouver, un résultat mathématique, pour pouvoir utiliser ou voir quelle clé il faut utiliser. Donc, d'ailleurs, pour que le chiffrement soit valide, donc il faut que f soit injective. D'accord? Il faut que f soit injective, c'est-à-dire à un nombre, je ne peux pas, pour deux nombres clairs, les deux lettres claires d'un ensemble d'entrées, il ne faut pas retrouver la même sortie. D'accord? Donc, il faut que la fonction d'abord soit injective. Donc, l'opposé existe toujours dans Z26. D'accord? Lorsque Y parcourt Z, lorsqu'on a Y un entier, donc Y moins B, ça sera un entier aussi. D'accord?
Donc le problème, il est dans A. Il faut qu'il soit inversible dans Z26. D'accord? C'est ça le plus important, c'est que A, parce que B ne pose pas de problème, il faut que A soit inversible. Donc pour que A soit inversible, on va utiliser cette proposition ou bien résultat mathématique. Donc qui nous dit, donc on a AX, cette équation, donc AX égale à D modulo N. D'accord? AX égale à D modulo N. Et ça, c'est notre fonction. Regardez. Donc AX modulo N. Donc, c'est-à-dire, si je vais écrire Y moins B égale à AX. Parce que ici, je cherche le X. D'accord? On a AX qui est égal à Y moins B ou bien Y'. D'accord? Donc, cette équation, on cherche quand est-ce qu'elle admet une solution unique, X. C'est ça, c'est le X, c'est la lettre en clair qu'on cherche ici. Et le D ici, c'est le Y moins B. Donc, si je vais faire appliquer ça sur notre cas, donc elle admet une solution unique lorsque le PGCD entre A et N, donc A parce que le A, c'est celui que je cherche à retrouver l'inverse. Donc, je cherche à retrouver l'inverse. Donc, il faut que A et N, donc ce N, et le A, le PGCD entre eux soit égal à 1. D'accord? Donc, s'ils sont premiers entre eux, c'est-à-dire ils sont premiers entre eux, donc, ça veut dire que cette équation admet une solution unique. Parce qu'ici, regardez, elle admet une solution. Mais la solution n'est pas unique. Bon, non, ici c'est Y, c'est pas X. Mais regardez, ici on a retrouvé X. On n'a pas retrouvé des solutions. Aucune. On n'a pas retrouvé. Regardez, X égale à 16 sur 6. C'est pas une solution dans Z26. Donc, c'est-à-dire on n'a pas pu déchiffrer. Tandis qu'ici, on n'a pas déchiffré, donc vous pouvez trouver des exemples là où en déchiffrant on va retrouver deux lettres. Par exemple ici ça sera le cas. Je déchiffre 7, je vais avoir 6, 0, je déchiffre 7, je vais avoir 13. D'accord? C'est-à-dire que c'est une solution, X n'est pas unique. Nous on cherche lorsque X soit unique, c'est PGCD égale à 1. Donc, je reviens à ces exemples-là. Donc, A, c'est 6 ici. Il n'est pas premier avec 26. C'est pour ça que j'ai un problème. Le 4 aussi, il n'est pas premier avec 26. PGCD entre eux égale à 2. C'est pour ça que j'ai un problème. D'accord? Donc, ici, c'est en général PGCD entre A et N. Donc, ici, c'est dans notre cas, PGCD entre A et 26. Donc, PGCD entre A et 26 égale à 1. Qu'est-ce qui va me donner? Cette équation va admettre une seule solution unique X. Et aussi, A va être, donc, ce qui implique que A est inversible. D'accord? C'est-à-dire, il y a combien de clés possibles? Qui peut me dire il y a combien de clés possibles? Si je vous dis que A doit être premier avec 26 par exemple dans notre cas. Le nombre de clés inversibles fois B. Très bien. C'est exactement ça. Fois B, non, pas exactement, mais fois 26. Voilà. Donc, fois B, parce que B, imaginez que ça va être 7. D'accord? Fois si vous voulez dire, le nombre de possibilités de B. Donc, au début, votre camarade, Bessaï, nous a dit que c'était 26 fois 26. D'accord? Ensuite, on a trouvé que A ne peut pas prendre les 26 cas possibles parce qu'il faut que A soit inversible. Mais B peut prendre n'importe quelle valeur. Ça veut dire B peut prendre les 26 valeurs de 0 à 25
Et A, il faut qu'il soit premier avec 26. Donc on va chercher les nombres qui sont premiers avec 26. Donc il y a une méthode qui va vous donner. D'accord. Donc les nombres qui sont premiers avec 26, donc c'est 1, 3, 5, 7, 9, 11. Donc c'est tous les nombres impairs. Il ne faut pas enlever le 13 parce qu'il n'est pas premier avec 26. Donc l'essentiel, A peut prendre ces valeurs-là. Et B peut être quelconque. Il y a combien de valeurs ici? Il y a 12 valeurs. Donc le nombre de clés possibles, donc c'est 12. C'est le nombre de possibilités que peut prendre A. Et 26, c'est les possibilités que peut prendre B. C'est-à-dire au total, il y a 312 clés possibles. Donc 12 fois 26. D'accord? Il y a 312 clés possibles seulement. Donc c'est mieux que le décalage, mais ça reste aussi très petit. Donc, en général, si je veux calculer le nombre de clés en général, parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de chercher nous-mêmes le nombre de clés possibles. Oui, le nombre de clés possibles. Comment on a fait? Donc, c'est les nombres qui sont premiers avec 26. Donc, c'est les nombres qui sont premiers avec 26. Imaginez que j'ai ici, c'est pas modulo 26, mais c'est modulo 200. Par exemple, je peux utiliser 200 caractères. Les lettres, majuscules, minuscules, les signes de ponctuation, les chiffres, ou bien d'autres. Donc, est-ce que pour avoir le nombre de clés, je vais utiliser, donc c'est chercher les nombres qui sont premiers avec 100 ou bien 200. Donc, il y a une méthode qui permet de vous donner, une fonction qui permet de vous donner le nombre. Parce qu'ici, 12, ça représente quoi 12? Ça représente les nombres inversibles dans Z26. C'est ça. Il y a 12 nombres qui sont inversibles. Donc, il y a une fonction qui permet de vous donner directement le nombre d'entiers qui sont premiers avec... donc, c'est la fonction indicatrice de l'heure. D'accord. Donc, la fonction indicatrice de l'heure, elle donne le nombre d'entiers de Zm. Dans notre cas, on a utilisé m égale à 26, qui sont premiers avec m, avec 26. D'accord. Donc, elle est égale à quoi la fonction indicatrice de l'heure? Elle nous donne quoi? La cardinalité, c'est-à-dire le nombre de clés, ça sera n fois phi de n. D'accord? Phi de n, c'est la fonction indicatrice de l'heure. La cardinalité, c'est ce qu'on a retrouvé tout à l'heure. On a retrouvé 3 fois 312. 12 fois 26, c'est 312. Donc 12. Donc ça, c'est 26. Et ça va nous donner 12. On va calculer, ça va nous donner 12. Qui représente quoi? Le nombre d'entiers inversibles, c'est-à-dire inversibles ou qui sont premiers avec m. Donc, n. Donc, si je prends n égale à... Donc, j'ai mon n, par exemple, dans notre cas 26, on a n. Donc, ça sera le produit de P de I, E de I. C'est-à-dire, je décompose n en facteur premier. Je vais calculer phi de n. Donc, phi de n, c'est le P de I. Donc, P de I, normalement, un indice ici, P de I et E de I. Deux entiers. Donc, d'accord, par exemple, ici, je vais aller à l'exemple. Donc, n égale à 26. Je vais décomposer le 26 en facteur premier. Donc, ça va être 2 fois 13. D'accord? 2 fois 13. Donc, 2, c'est P de I. Et 13, c'est E de I. Donc, phi de n, ça va être quoi? Ça va être... c'est pas ça. Donc, ça va être le premier indice moins le même, c'est-à-dire 2, moins 2 à la puissance moins 1. Donc, d'accord. Donc, ici, c'est... bon, c'est pas comme ça que je dois écrire. Donc, c'est à la puissance E de I, ça. C'est une puissance. Donc, n, c'est un produit.
P de I à la puissance E de I. Donc, par exemple, le premier P de I, P de 1 égale à 2 et P de 2 égale à 13. Les E de I, c'est à la puissance. Donc, ici, c'est à la puissance 1, ici, c'est à la puissance 1. Donc, phi de 26, ça va être quoi? Ça va être le premier P, donc à la puissance 1, c'est-à-dire 2 à la puissance 1, moins 2 à la puissance 1 moins 1, c'est-à-dire 2 à la puissance 0. Donc, 2 moins 2 à la puissance 0. Et donc, ici, c'est un produit. Donc, c'est le produit. Donc, ça va être le premier P, ensuite le deuxième P de 2, donc c'est 13, moins 13 à la puissance 0. Donc, ça va nous donner 2 moins 1, c'est 1. 13 moins 1, ça va nous donner 12. Donc 12, c'est la fonction indicatrice qui nous a donné ce 12. Et 12 représente quoi? C'est le nombre d'entiers qui sont premiers avec 26. C'est la fonction indicatrice, donc c'est phi de 26. Donc, pour bien comprendre la fonction, donc j'ai donné un autre exemple avec 60. D'accord? Donc, on va décomposer n qui est 60 en nombre premier. Donc, on va avoir n. Bon, ici, j'ai demandé à vérifier. Donc, n, c'est-à-dire n, ça va être égal à quoi? Donc, 2 fois 30. Donc, c'est 2 fois 30, c'est-à-dire 15 fois 2. Donc, c'est-à-dire 2 à la puissance 2. Fois donc c'est 4 fois 15 et 15 c'est 3 fois 5, 3 fois 5, d'accord? Donc ça c'est 50, j'ai décomposé en facteur premier. Donc ça veut dire que ça c'est P1 c'est 2, P2 c'est 3 et P3 c'est 5. Et le E ici, la puissance c'est 1, ici c'est 1, ici c'est 2. C'est-à-dire pi de 60, ça va être quoi? Ça va être 2 à la puissance 2, moins 2 à la puissance 1, c'est-à-dire 7 puissance moins 1, fois P de 2, c'est-à-dire 3 à la puissance 1 moins 3 à la puissance 0, et je prends 5, donc 5 à la puissance 1 moins 5 à la puissance 0. Donc je vais avoir 4 moins 2, c'est 2. Donc 3 moins 1, c'est 2 aussi. Et 5 moins 1, ça va être 4. Donc phi de 60 ici, ça va être 4 fois 4 qui est 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 16, c'est le nombre d'entiers inversible dans l'ensemble Z60. C'est-à-dire le nombre de clés, si je prends l'ensemble Z60, le nombre de clés, ça va être quoi? Ça va être 60. Ça va être le n fois phi de n. Donc 60 fois 16. Ça va être 960 clés possibles. D'accord? J'ai déjà écrit ça. Ici. Est-ce que c'est clair ici pour la fonction indicatrice de l'heure? On va l'utiliser par la suite aussi. Donc on l'utilise dans cet algorithme pour compter le nombre de clés. Sinon, on va l'utiliser dans la cryptographie asymétrique aussi. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Madame, je n'ai pas compris comment vous avez dit la fonction de 1. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La fonction indicatrice de l'heure. Donc, j'ai donné deux exemples. Donc, la première chose, donc la fonction indicatrice de l'heure, c'est phi de n. D'accord? C'est phi de n. C'est pas n fois phi de n. Donc, pour compter le nombre de clés, c'est n fois phi de n. D'accord? Regardez ici, cardinalité de k. C'est-à-dire ici, ce qu'on a compté comme donc, si on a a fois b, A fois B, c'est le nombre de clés possibles. Si on a la clé, c'est A et B, c'est-à-dire combien de... Donc, j'ai la clé A et B,
Donc A peut prendre quelle valeur et B peut prendre quelle valeur. Donc en général, le B peut prendre n valeurs et le A peut prendre le nombre inversible, le nombre de A qui sont inversibles. C'est pour ça ici c'est n fois phi de n, parce que phi de n va nous donner le nombre d'entiers qui sont premiers. Donc si vous n'avez pas compris phi de n, c'est juste une application. Il faut appliquer. Donc ça c'est l'application de phi de n. Donc si vous avez n qui est égal au produit de P de I à la puissance E de I. Ça veut dire quoi cette écriture? C'est le produit du facteur premier. Donc 26, décomposez votre n en facteur premier. 26 c'est 2 fois 13, vous ne pouvez pas décomposer plus. 60, ça sera 2 à la puissance 2 fois 3 fois 5. Décomposer en facteur premier, vous savez, tout le monde sait faire ça. Donc, lorsque vous allez décomposer, vous allez avoir phi de n, c'est une application. Donc, comment vous allez appliquer? Donc, c'est P de I, c'est le produit normalement ici. C'est le produit. D'accord, donc je vais rajouter par la suite ici. C'est un produit ici. C'est le produit de P de I, E de I, moins P de I, E de I, moins 1. Je prends mon P de I, par exemple, là, le premier P de I, le premier facteur. Parce qu'ici, n, c'est le produit des facteurs. C'est 2 fois 13, ça veut dire que P de 1, c'est 2, et P de 2, c'est 13. Donc, ça sera quoi, phi de 1? Ça sera P de 1 à la puissance 1, la puissance que j'ai retrouvée ici, la puissance 1. Moins 2, c'est le même P2, et regardez, 2 moins à la puissance 1, moins 2 à la puissance quoi ici? 1 moins 1, c'est-à-dire 2 à la puissance 0, donc c'est 2 moins 2 à la puissance 0, donc c'est un produit. Donc P de 2, maintenant P de 2, donc c'est 13 à la puissance 1, moins 13 à la puissance 0, donc ça sera 1 moins 1, 0. Donc ça c'est pour 26, la même chose pour 60. Pour 60, donc pi de 60, ça va être quoi? Il faut décomposer d'abord 60, ça va être ça. Donc, phi de n, ça va être quoi? C'est le produit de P de I moins P de I à la puissance EI moins 1. Donc, le premier P de I, c'est 2 à la puissance 2. Le deuxième, c'est 3 à la puissance 1. Le deuxième, c'est 3 à la puissance 1. Le troisième, c'est 5 à la puissance 1. Pour tous les nombres, qu'est-ce que je vais faire? Moins P de I le même, et je vais retrancher 1. Donc je retranche 1 à 2, ça va être 1, je retranche 1, ça va être 0, je retranche 1, ça va être 0. Vous multipliez, vous aurez 16. Appliquer, c'est une application. Donc vous avez n, vous pouvez pour n'importe quel n calculer phi de n. Et ça va être quoi? Ça, c'est le nombre d'entiers qui sont pour lesquels on peut calculer un inverse. J'ai donné l'exemple dans 26, le 3, son inverse c'est 9, mais 2, vous ne pouvez pas calculer son inverse. Essayez de rechercher, vous n'allez pas retrouver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le chiffrement linéaire, je ne peux pas prendre 2 comme une clé. Donc ici, la clé, on a pris la clé 7, 3 pour chiffrer le mot hôte. Bon, je peux prendre 2, 3, je peux chiffrer. Mais le problème, c'est que je ne pourrais pas déchiffrer. Et ça, c'est très important. Si je ne pourrais pas déchiffrer, ça ne sert à rien à chiffrer. Si quelqu'un d'autre ne pourra pas déchiffrer, ou là même vous ne pourrez pas déchiffrer vos informations, ça ne sert à rien à chiffrer. Donc, d'accord. Donc, toujours dans le chiffrement linéaire, on a dit que pour pouvoir utiliser une clé, il y a une proposition qu'on va utiliser. La proposition, c'est qu'il faut que PGCD entre A et le n, en général, bien 26 dans notre exemple, il faut que ça soit égal à 1. Donc, comment calculer le PGCD? Donc, vous pouvez utiliser, on utilise l'algorithme d'Euclide. Vous avez l'habitude d'utiliser l'algorithme. Vous connaissez algorithme d'Euclide qui permet de calculer le PGCD entre deux nombres.
Donc l'algorithme d'Euclide, si je vais l'étendre, on appelle l'algorithme d'Euclide étendu, permet de retrouver l'inverse. Parce qu'ici, j'ai donné, je ne vous ai pas donné comment on retrouve l'inverse des nombres. Je vous ai donné l'inverse de 1 égale à 1, l'inverse de 3 égale à 9. Mais je ne vous ai pas donné la méthode. Donc la méthode pour calculer l'inverse, c'est l'algorithme d'Euclide étendu. Donc d'abord l'algorithme d'Euclide qui permet de retrouver le PGCD. Donc c'est des divisions successives. Donc, si vous prenez votre A, donc vous voulez calculer l'inverse, vous voulez calculer le PGCD entre A et N, donc vous avez le quotient et le reste. Donc j'explique l'algorithme d'Euclide, pas d'Euclide étendu, donc c'est-à-dire qui permet de retrouver le PGCD. Donc vous avez A et N, PGCD entre A et N. Donc vous avez le quotient et le reste. Vous retrouvez quotient reste. Ensuite vous allez utiliser le N et le R0. D'accord? Vous allez retrouver Q1 et R1, ainsi de suite. Je prends mon R0 avec R1 jusqu'à retrouver, je m'arrête lorsque je retrouve R égale, le reste égale à 0. Le PGCD, ça sera quoi? C'est le reste avant le 0. Le dernier reste avant le 0, ça va être le PGCD. Donc il y a des exemples ici. Donc PGCD entre 26 et 12. Donc 26 égale à 12 fois 2 plus 2, donc c'est-à-dire Q0 égale à 2 et R0 égale à 2. Je continue, donc je prends 12 et 2, donc ça va être 12 égale à 2 fois 6 plus 0, donc je m'arrête ici parce que le reste égale à 0, c'est-à-dire le PGCD entre les deux, ça va être l'avant-dernier reste avant le 0, ça va être 2. Donc 26 et 5, donc 5 fois 5 plus 1. Ensuite, je continue, je prends 5 et 1. Donc, voici la méthode. Donc, 5 égale à 1 fois 5 plus 0. Donc, c'est-à-dire le PGCD, ça va être 1. Donc, j'ai pris des exemples avec 26, mais avec cet algorithme, bien sûr, vous pouvez retrouver le PGCD entre n'importe quel deux nombres. Donc, ça, pour retrouver le PGCD. D'accord? Donc ça c'est... Qu'est-ce que j'ai mis ici? On peut factoriser en nombre premier, mais la méthode est peu efficace. Bon, je vais revenir sur cette remarque. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis ici. L'algorithme d'Euclide se termine lorsque le dernier reste est nul. D'accord? PGCD est le dernier reste qui n'est pas nul. Donc l'algorithme, cet algorithme-là, c'est-à-dire l'algorithme d'Euclide, il va déterminer si un élément est inversible. Parce qu'ici, par exemple, il va nous dire que 5 est inversible. Pourquoi? Parce qu'il est PGCD égale à 1. Il est premier avec 26. Le 12 n'est pas inversible. Pourquoi? Il n'est pas premier avec 26. C'est-à-dire que l'algorithme d'Euclide, oui, ne donne pas l'inverse. D'accord? Mais il détermine si un élément est inversible. Donc, comment on va retrouver l'inverse? En utilisant cette équation-là. A fois A moins 1 égale à 1 modulo 26. D'accord? Donc, il y a l'algorithme d'Euclide étendu. Donc, c'est l'algorithme qui nous permet de retrouver l'inverse d'un nombre, on va le voir en TD. Donc cet algorithme se termine en plus du PGCD égal à D en donnant deux nombres, X et Y. D'accord? Il va me donner, c'est une équation avec deux inconnus, X et Y. C'est-à-dire en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu, en même temps je vais retrouver le PGCD entre deux nombres, je retrouve l'inverse et aussi je retrouve la solution à cette équation AX plus BY égale à D, tel que D chez PGCD. Donc on va voir tout ça en TD. D'accord? Donc ici, en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu, si le D
c'est-à-dire le PGCD, est supérieur à 1, l'inverse n'existe pas. D'accord, l'inverse n'existe pas. Et si c'est égal à 1, l'inverse, ça va être A moins 1. Donc, on va faire... je vais vous donner l'algorithme et on va faire une application. Est-ce que vous avez des questions sur cet algorithme pour passer à un autre? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à un autre algorithme. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder si vous avez des questions. Vous n'avez pas de questions, tout est clair. Donc ici, ce qu'il faut retenir de l'algorithme chiffrement affine, c'est que pour pouvoir calculer la clé, donc B, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de B, mais A, il faut qu'il soit premier avec N. Et vous pouvez chiffrer et déchiffrer. Utiliser la fonction de chiffrement, utiliser la fonction de déchiffrement. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. On va voir en TD comment calculer l'inverse d'un nombre A. D'accord? L'inverse d'un nombre. Donc, un autre algorithme, c'est le chiffrement de Vigenère. Donc, les autres algorithmes qu'on avait jusqu'à maintenant, donc on a vu l'algorithme de décalage, l'algorithme de permutation, on a vu l'algorithme le chiffrement linéaire ou affine. Donc, tous ces algorithmes, ils étaient monoalphabétiques. Ça veut dire quoi monoalphabétique? Ça veut dire on chiffre chaque caractère, on chiffre un seul caractère à la fois. Vous voyez, regardez ici. F de x égale à ax plus b. Je chiffre un à la fois. Par exemple, hôte. Regardez ici. Si je veux chiffrer le mot hôte, j'ai H, O, T. Donc, je code chaque lettre à part et je chiffre chaque... Donc, je prends H, je code avec 7. D'accord? Je trouve 0. Donc, pour O, 14, je trouve... Donc, je chiffre chaque lettre à part. Tandis que pour... Donc, et ça sera la même chose pour la permutation. Pour la permutation, je chiffre A, ça va me donner X. Je chiffre B, par exemple, ça va me donner N. La même chose pour le décalage aussi. Donc, pour le chiffrement Vigenère, donc c'est un chiffrement polyalphabétique. C'est-à-dire, je chiffre un bloc de lettres, un bloc. Donc, dans les systèmes donc c'est un système polyalphabétique. D'accord? Comment se fait le chiffrement dans Vigenère? Parce que je vais vous donner trois algorithmes qui sont polyalphabétiques. Donc, il y a Vigenère, il y a le chiffrement de Hill. Donc, il y a trois algorithmes. Ou bien chiffrement polyalphabétique, c'est-à-dire là où on chiffre un bloc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, pour chiffrer, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer notre message en blocs. La taille de bloc dépend. Donc, et la clé aussi, ça dépend d'un algorithme à un autre. Donc, ici, dans Vigenère, c'est quoi la fonction de chiffrement? C'est faire la somme entre notre message et la clé. D'accord? C'est quoi la clé dans le chiffrement de Vigenère? C'est la taille. C'est un mot donné. D'accord? C'est un mot. On appelle aussi le mot-clé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour chiffrer? On va convertir le bloc, c'est-à-dire coder le bloc, comme on avait l'habitude de faire. Par exemple, hôte. Ici, on a codé hôte. H, c'est 7, O, c'est 14, ainsi de suite. Ensuite, je code. Ensuite, je vais faire la somme avec la clé. La clé, c'est un mot donné, par exemple, je ne sais pas, PC ou...
Donc la taille du bloc dans le chiffrement visionnaire, ça va être la taille du mot-clé. Si je prends le mot PC, ça veut dire c'est le mot, la clé utilisée pour chiffrer et déchiffrer, le bloc, ça va être de 2. Si je prends sécurité, le mot sécurité, ça va être 7 ou 8. Le bloc 7, 8. Donc sécurité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour déchiffrer, je vais utiliser le même clé, la même clé bien sûr. Donc c'est un chiffrement toujours qui est symétrique, mais je vais faire une soustraction au lieu de l'addition. Pour chiffrer, je vais faire addition. Pour déchiffrer, je vais faire... d'accord. Donc je vais directement passer à l'exemple. Donc je prends le mot-clé USTHB. Donc ici m égale à 5, c'est-à-dire la taille du bloc. D'accord. La taille du bloc, m égale à 5. Pourquoi c'est égal à 5? Parce que la clé que je vais utiliser, c'est USTHB ici. C'est égal à 5. Je vais chiffrer par exemple la phrase « Il pleuvra demain ». Donc, je ne vais pas prendre en considération les espaces. Pourquoi je ne vais pas prendre en considération les espaces? Parce que je vais travailler dans l'ensemble Z26. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas pris en considération l'espace. Pour le prendre en considération, donc il ne faut pas travailler en Z26. Donc il faut le prendre en considération. Par exemple, c'est le... Ah ouais. Ah ouais. D'accord, donc je chiffre le mot « Il pleuvra demain ». Qu'est-ce que je vais faire? Je vais coder chaque lettre. Donc, j'ai déjà donné la table de codage. Donc, A, c'est 0, B, c'est 1, ainsi de suite. Regardez. Donc, A, c'est 0. Le A, c'est toujours 0. E, c'est 4. Donc, ça, c'est le codage de notre phrase. Donc, je n'ai pas pris en considération, je répète, les blancs. Les espaces. Donc, I, c'est 8. L, c'est 11. Ensuite, le mot ISTHB, je le code aussi. Donc, U, c'est 20. S, c'est 18. T, c'est 19. Donc, U, S, T, H, B. Donc, regardez. Donc, c'est des blocs de 5. Je chiffre tout le bloc. Je vais faire la somme de ça avec ça. Ça va être la dernière ligne. Regardez. Donc, 8 plus 20, ça veut dire 28. Donc, modulo 26, ça va me donner 2. 11 plus 18, c'est 29. Modulo 26, ça donne 3, ainsi de suite. D'accord? Donc 3 plus 1, par exemple, ici, ça va nous donner 4. Donc ça, c'est le mot chiffré en utilisant Visionnaire. Il est très facile. La somme entre le mot-clé et votre mot en clair. D'accord? Donc le texte chiffré, ça va être C, D, I. Donc 2, c'est la lettre C. 3, c'est la lettre T. Donc, pour déchiffrer, ça va être, vous prenez le mot chiffré, d'accord? Vous le codez, ça va être ça. Vous codez. Donc, celui qui reçoit le mot hada, il va le coder. Donc, c'est 2, 3, 8. Il va retrancher la clé. Donc, pour pouvoir déchiffrer, il faut avoir la clé, n'est-ce pas? Donc, pour avoir le mot en clair, il faut retrancher la clé. Donc, sinon, il ne pourra pas le déchiffrer. Donc, la clé, c'est la même. Donc, 20, 18, 19, 7. D'accord? Donc, regardez ici, ça sera 8, 11. Donc, 2 moins 20, ça va être moins 18. Il faut réduire modulo 26 parce que moins 18 n'appartient pas à Z26. Donc, il faut rajouter 26. Donc, si c'est négatif, on va rajouter. Donc, 8. Donc 26 moins, puisque c'est moins 15, je vais rajouter 26, ça va être 11, ainsi de suite. Donc je vais avoir mon mot, le mot il pleuvra. Donc regardez, ça c'est 8, ensuite c'est 11, ensuite c'est 15, ça va être le mot. Donc pour chiffrer, je rajoute la clé, pour déchiffrer, je retranche la clé. D'accord? Donc ça c'est le chiffrement de Visionnaire. Donc combien de clés possibles il y a dans ce chiffrement? Donc ça, c'est ma première question si vous n'avez pas de questions. Donc, je vais regarder les questions. Donc, il n'y en a pas.
Donc, il y a combien de clés possibles ici? M fois 26. Comment vous avez trouvé ça, Bessaï? M fois 26. Donc, regardez. Donc, notre mot-clé, c'est USTHB. D'accord? Donc, si je prends toujours un bloc de 5, combien de possibilités je peux avoir de mots-clés ici? Donc, par exemple, ici, j'ai trouvé USTHB. Quelqu'un d'autre pourra utiliser UTHSB. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre pourra trouver TUUSB. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, il y a combien de clés possibles? C'est 1 fois 26. Ça va être normalement plus. Si je vais vous dire, non, c'est pas 26. Ah oui, j'ai pas vu ce que vous avez écrit. Très bien, c'est ça, Dahmani. C'est 26 à la puissance 5, dans ce cas-là, d'accord? 26 à la puissance 5, c'est-à-dire, si je prends, parce que ça, c'est notre clé. Si je prends le bloc 5, des blocs 5, donc c'est-à-dire pour celui-là, je vais prendre 26 cas possibles, 26 cas possibles, 26, 26, 26. C'est 26 à la puissance 5. Donc, ça veut dire en général, ça va être 26 à la puissance m, tel que m, c'est la taille du bloc. Donc, si ma taille du bloc égale à 4, c'est-à-dire 26 à la puissance 4. Si mon bloc il est de taille 8, c'est-à-dire 26 à la puissance 8. Bien sûr, 26, si j'ai... non, la taille du bloc, c'est 26. La taille de l'ensemble utilisé des caractères, c'est 26. D'accord? Donc, le nombre de mots-clés de longueur m dans le chiffrement visionnaire, il est de 26 à la puissance m, le nombre de mots-clés. D'accord? Même pour un petit, la recherche exhaustive demande du temps. D'accord? Même si je prends, regardez, si je prends m égale à 5 seulement, la taille de l'espace de clés, elle est de 11 881 clés possibles. Donc, si je prends seulement un m égale à 5, et si je prends seulement l'ensemble des lettres, 26, si je prends 30, peut-être 30, c'est-à-dire je vais considérer peut-être, bon, si je considère les chiffres, c'est-à-dire 26 plus 10 chiffres, ça va être 36. À la puissance 5, regardez comment ça, la taille, l'espace de clés va augmenter. Mais quand même, avec l'apparition des PC, l'utilisation des ordinateurs, on peut retrouver en quelques secondes la clé. D'accord? Même si c'est la taille de clé, l'espace de clé à augmenter ici, c'est pas suffisant. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, si c'est clair, je vais passer à un autre algorithme, le suivant. Donc, chiffrement de Hill. Chiffrement de Hill, c'est aussi un chiffrement par bloc. D'accord? Chiffrement par bloc, c'est quoi la fonction de chiffrement? Ça va être Y égale à X fois K. D'accord? Donc ici, dans Visionnaire, c'est la somme. Donc ici, c'est une multiplication. Quoi encore? Donc ici, Y, c'est un bloc de mots chiffrés. Ici, X, c'est un bloc de mots clairs. K, ici, c'est quoi? C'est une matrice. D'accord? C'est une matrice carrée. Est-ce que c'est carré ici? Est-ce que ça doit être une matrice carrée? Normalement, oui.
Donc K, c'est la clé de chiffrement. Pour déchiffrer, ça va être quoi? Donc ça va être X égale à quoi? C'est Y fois K moins 1. Donc c'est K moins 1, ça va être quoi? Ça va être la matrice inverse de la matrice K. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire K fois K moins 1, il faut qu'elle nous donne la matrice identité. La matrice identité, c'est quoi? Par exemple, si j'ai un bloc de 2 seulement, donc ça va être 1, 0, 0, 1. Donc ça, c'est la matrice identité si K, elle est d'ordre 2. Si elle est d'ordre 3, ça va être ça. Voilà, la diagonale, il y a des 1. Donc c'est la matrice identité, vous connaissez. Donc K fois K moins 1. Donc ici, je reviens toujours au problème. Est-ce que K-1, la matrice K-1 existe toujours? Est-ce que K-1 existe toujours? Donc, vous avez fait en analyse, comme vous l'avez fait en analyse, K-1, elle existe. Mais elle existe dans l'ensemble R. Donc ici, je travaille dans l'ensemble des entiers. Elle va exister seulement si le déterminant de K et N sont premiers entre eux. On va voir pourquoi en TD. Vous allez me dire en TD pourquoi il y a cette condition. Donc maintenant, je vous dis seulement que je pourrais pas toujours utiliser n'importe quelle clé K. C'est-à-dire n'importe K, c'est une matrice. Je ne peux pas utiliser n'importe quelle matrice. Donc, sauf si son inverse existe, bien sûr, pour pouvoir faire le déchiffrement. Quand est-ce que l'inverse existe? Ou quand est-ce que K est inversible? Donc, elle est inversible si N et le déterminant de K sont premiers entre eux. Voici un exemple. Donc, si je prends M égale à 2, M c'est quoi? C'est la taille de bloc. D'accord? La fonction, donc la taille de bloc égale à M, c'est-à-dire le bloc que je vais chiffrer, c'est X1, X2. Le résultat que je vais avoir, c'est Y1, Y2. D'accord? Donc, la matrice de chiffrement, on va prendre, c'est une clé aléatoire, d'accord? Qu'on va choisir, l'émetteur et le récepteur vont choisir. Donc, K, ça va être ça, donc 11, 3, 8, 7. Je vous ai donné ici K-1, donc on va voir en TD aussi comment calculer la matrice inverse. Donc vous savez la formule, donc K fois K-1 égale à 1. Même ici on a vérifié que, regardez, ça c'est K, ça c'est K-1. Donc on a vérifié ici que K fois K-1 égale à la matrice identité, c'est-à-dire ça c'est l'inverse de la matrice K. D'accord? Donc comment retrouver Y1? Donc c'est des combinaisons linéaires. Donc, c'est, vous multipliez la ligne avec la colonne. Donc, x1 fois 11 plus x2 fois 3. Vous allez retrouver y1. Pour retrouver y2 égale à quoi? Donc, c'est toujours x1 fois 8 plus x2 fois 7. C'est quoi x1 et x2? C'est le message en clair. Un bloc du message en clair. Un bloc du message en clair. D'accord. Pour déchiffrer, c'est l'inverse. Donc, pour déchiffrer, c'est x1, x2 qui est égal à y1, y2 fois la matrice inverse. C'est-à-dire, vous allez prendre y1, y2, vous multipliez par k fois k moins 1, vous allez retrouver x1, x2, ainsi de suite, des blocs de 2 ou de 3. Donc, regardez cet exemple. Omar, si je prends des blocs de 2, donc je chiffre d'abord OM, je code c'est 14 et 12, donc O c'est 14, 12 c'est AR c'est 0,7. Donc je prends x1, x2 fois la clé K. Donc c'est 14 fois 11 plus 12 fois 3, ça va être ça. Il faut le réduire modulo 26, je vais avoir 8. La même chose, donc le mot AR, je le multiplie avec K, la clé K, je vais avoir le mot 25, 15, c'est-à-dire ZP. Le premier mot, ça va être, j'ai retrouvé 8, 14, ensuite 20. C'est-à-dire, le chiffrement du mot Omar, ça va être IOZP. Donc, pour déchiffrer, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce mot, je vais prendre aussi 2. Donc, IO, c'est-à-dire 8, 14, je vais le multiplier avec K-1. La matrice inverse.
je vais bien sûr retrouver le message initial, c'est-à-dire OM, et ici AR. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions pour vous expliquer le dernier algorithme? Toujours chiffrement polyalphabétique. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a plus de questions. Oui. Amani, vous avez une question? Donc, dernier algorithme qu'on va voir. Bon, il y a d'autres algorithmes, il y a des variations des algorithmes, des variations de ces algorithmes, d'accord? Il n'y a pas seulement ces algorithmes-là. Donc, le chiffrement par transposition, c'est quoi le principe de la transposition? Donc, surtout pour cet algorithme, vous pouvez trouver plusieurs algorithmes. C'est des variantes de cet algorithme. Pourquoi? Parce que, donc je vais expliquer le principe. Je vais regarder s'il y a des questions. Oui, si on avait un message de 5 caractères. Oui. Oui. Votre camarade me dit si j'ai un ensemble un message de 5 caractères, par exemple ici j'ai Omar. Très bien, c'est une bonne question. Donc Omar. Donc ici Omar c'est 4. C'est-à-dire je vais prendre OM et AR. D'accord? Imaginez que j'ai seulement OM, AR, I seulement. Un I. C'est-à-dire je chiffre OM, je chiffre AR, il me reste I. Donc qu'est-ce que je vais faire? D'habitude, lorsque toujours si j'ai un... Lorsque, donc, dans les algorithmes modernes, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans les algorithmes modernes, on fait un bourrage. C'est-à-dire, je complète mon message avec des caractères spéciaux. Et par la suite, à la fin, lorsque je déchiffre, lorsque je déchiffre, je vais retrouver un caractère spécial. Donc, je vais le retrancher. Ou bien, dans certains cas, je vais compter le nombre de caractères spéciaux et je vais le mettre comme un bit. Là, un bit où je vais l'envoyer avec le message, disant qu'il y a 3 caractères spéciaux. Il faut les enlever par la suite. Regardez. Par exemple, ici, O, M, A, R et I. Je vais le compléter. Donc ici, j'ai pas le choix. Je ne pourrais pas utiliser un caractère spécial, par exemple dollar ou autre chose. D'accord. Je vais utiliser A par exemple comme caractère pour que je complète. Pourquoi je ne peux pas utiliser un autre caractère? Parce que je peux utiliser seulement des nombres de 0 à 26. Je vais prendre par exemple le A ou bien le B. Mais il faut envoyer avec le message, il faut envoyer toujours un message disant que y a un caractère en plus. Là, que j'ai rajouté. Ou là, 2, 3, ça dépend. D'accord? Pour pouvoir l'enlever à la fin. Donc, imaginez que j'ai chiffré I avec A. D'accord? Je vais avoir un message. À la fin, sûrement lorsque je déchiffre, je vais avoir OM, AR avec I quelque chose. IM par exemple. I, A par exemple. Il faut lui dire au récepteur qu'il faut enlever un caractère ou bien le nombre de caractères qu'il faut enlever. Donc ça c'est bourrage. Mais dans les algorithmes modernes, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un caractère spécial. Les caractères spéciaux, par exemple le dollar, un caractère qu'on n'utilise pas dans les lettres qu'on envoie. Donc ça peut être le dièse, ça peut être d'accord.
un caractère où l'émetteur et le récepteur, il faut s'entendre sur ça. Je complète mon bloc. À la fin, je l'enlève. Donc, ça ne va pas poser un problème. Bon, transposition. Donc, chiffrement par transposition, le principe, c'est que dans le message chiffré, toujours on est dans le polyalphabétique, c'est-à-dire je chiffre par bloc. Dans le message chiffré, je vais retrouver les mêmes lettres qui sont dans le message en clair, mais je les réordonne. D'accord? Donc ça veut dire que la clé, ça va être quoi? Ça va être l'ordre que je vais utiliser. Directement, je vais passer à l'exemple. Vous avez le message qu'on va chiffrer, Ali va à l'école. Donc la taille qu'on va prendre ici, m égale à 6. La taille du bloc. Et ça va être la taille de la clé. Donc pi ici, c'est la clé utilisée. Ça va être, la clé, ça va être une permutation. Comment je vais permuter ou bien ordonner mes lettres? Regardez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'ordre, ça sera 3, 5, 1, 6, 4, 2. C'est-à-dire, en premier lieu, je vais mettre la troisième lettre. En deuxième, je vais mettre 5. Donc, ça, d'accord? Regardez, Ali va à l'école. Je découpe en 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Donc, ça, c'est le message en clair. Le message chiffré. Je vais prendre la troisième lettre. C'est-à-dire I. Ça va être la première. Ensuite, la cinquième. C'est-à-dire le A. Ensuite, la première. Ça va être un autre A. Ensuite, la sixième. Donc, ça, c'est la sixième. Ça va être un autre A qui va remplacer. Ensuite, la quatrième. Quatrième, c'est-à-dire V. Ensuite, la sixième. Ça va être le 2. La lettre 2 dans le message clair. Ça va être la lettre 6 dans le message chiffré. D'accord? La même chose pour l'autre bloc. Donc, ici aussi, vous allez me dire comment je vais déchiffrer. Donc, ici, vous pouvez compléter avec des lettres. Par exemple, ici, je peux avoir... ici, j'ai 6 et 6. Je peux ne pas avoir le E. Donc, le E, ça va être soit ici ou bien ici. Donc, 6, 2. Ce E-là va être là. Si c'était un autre caractère, par exemple, le dièse, je complète avec dièse ou bien 0, un chiffre. Donc, je vais mettre le E ici. Ou là, le dièse ici. À la fin, lorsque je déchiffre, les caractères bourrés vont être à la fin. Donc, si le déchiffrement, bien sûr, se fait correctement. D'accord? Le principe du chiffrement par transposition, donc ça, c'est une variante. Le principe du chiffrement par transposition, ça peut être, par exemple, bon, on va voir un exemple en TD. Je peux écrire le message en matrice. Je vais réorganiser les lignes en colonnes, les colonnes en ligne, ou bien, d'accord, prendre la première, la troisième ligne, ensuite la deuxième. Donc, il y a plusieurs variantes de cet algorithme. Le principe qui les regroupe, c'est que, regardez ici dans le message chiffré, il n'y a que les lettres qui sont dans le message en clair. Par exemple, ici, regardez, il n'y a que A, L, V, il n'y a pas Z ici. Jamais je retrouve Z ici. Il n'y a pas M. Je ne pourrais pas retrouver M. Pourquoi? Parce que c'est réordonner les lettres qui existent. D'accord? Donc ça, c'est le chiffrement par transposition. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Le chiffrement de l'école est-il juste? L'école. L'école. Le chiffrement. Je vais regarder, on va regarder ensemble. Donc, oui, il faut utiliser ça. Donc, ça, c'est la fonction de déchiffrement qu'on peut déduire à partir de la fonction de chiffrement. Donc, 1, c'est la lettre 3. Regardez, ça, c'est la clé de chiffrement. Donc, 1, je vais mettre la lettre 3. Donc, regardez ça, la deuxième ligne. Donc, 3, c'est C. Ensuite, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est L. Oui, c'est pas correct. Donc, c'est L. Oui. Ensuite, 1, c'est-à-dire 1, c'est-à-dire L.
Ensuite 6, ça va être E. Ensuite 4, 1, 2, 3, 4, ça va être O. Ensuite 2, ça va être E. D'accord? Donc c'était faux ce que j'ai donné au début. Donc ça c'est peut-être j'ai utilisé cette fonction. Donc ça, cette clé. Donc ça c'est pour déchiffrer. On peut déduire à partir. Regardez ici juste une remarque parce que je vous ai dit dans le premier chapitre que les algorithmes symétriques sont des algorithmes là où la clé de chiffrement est la même que la clé de déchiffrement. Regardez ici. Bon, ici c'est pas la même. Bon, dans Visionnaire c'est la même. On a utilisé USTHB. Surtout dans l'algorithme linéaire. L'algorithme linéaire, la clé de chiffrement n'est pas du tout la clé de déchiffrement. Regardez ici, la clé de chiffrement, c'est 7 et 3. La clé de déchiffrement, ça va être, ça c'est la fonction de déchiffrement, c'est 15 et 19. Bon, réellement c'est 15 et 26 moins 19 pour avoir la clé correctement. Donc c'est 7. Donc c'est 15 et 7 parce que moins 19, il faut avoir A plus B. Donc la clé de chiffrement ici c'est 7, 3. La clé de déchiffrement ici c'est 15 et 7. D'accord? 7 c'est-à-dire moins 19 modulo 26. Donc la clé n'est pas du tout la même alors que l'algorithme c'est un algorithme symétrique. Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi ici on appelle toujours c'est l'algorithme symétrique alors que ce n'est pas la même clé de chiffrement et de déchiffrement. Donc ça c'est la première remarque. Qui peut me répondre? La question c'est que la clé de chiffrement dans le linéaire par exemple, elle n'est pas la même que la clé de déchiffrement. Regardez la clé de chiffrement. Ici, c'est 7, 3. La clé de déchiffrement, c'est 15 moins 19. N'est-ce pas? C'est pas la même. Est-ce que c'est un algorithme symétrique ou pas puisque c'est pas la même clé de chiffrement et de déchiffrement? L'Ahmani me dit car on peut déduire, oui. Donc c'est toujours un algorithme symétrique ici. Pourquoi? Parce que si vous avez la clé de chiffrement, par exemple 7, 3, vous pouvez calculer la clé de déchiffrement parce que le 15, c'est quoi? C'est A moins 1. N'importe qui peut le calculer. D'accord? Regardez. Si vous avez la clé de chiffrement, vous pouvez facilement calculer la clé de déchiffrement. Le A-1. Vous avez A et B. Vous pouvez calculer A-1, c'est l'inverse. Bon, je n'ai pas donné la méthode, mais c'est... Vous pouvez calculer moins B'. Moins B', ça va être quoi? C'est A-1 fois B. D'accord? La même chose pour la clé du dernier algorithme. C'est pas la même. Regardez ici, c'est 3, 5, 1, 6, 4, 2. Ici, c'est 3, 6. Comment on a eu ça? C'est l'inverse. Donc, regardez, cette ligne, c'est la lettre claire. Celle-là, c'est la lettre chiffrée. Donc, celle-là, c'est la lettre chiffrée. La lettre claire, comment je peux faire? Je peux faire l'inverse. Donc, je vais regarder le 1, il lui correspond 3. Donc, 1, 3. Le 2, il lui correspond 6. Je ne vais pas regarder ici 2, 5. Ça, c'est l'opération de chiffrement. Je vais faire l'opération de déchiffrement. Donc, 2 avec 6. 3. Donc, 3A avec 1 ici. Bon, par hasard ici. Donc, 4 avec 5. Et pas 4 avec 6. Donc, 4 avec 5. Je vais regarder 5 ici. Ça va être avec le 2. Et 6 avec 4. Donc, je peux déduire facilement l'une à partir de l'autre. Donc, c'est toujours un algorithme symétrique. Et le principe des algorithmes asymétriques, c'est tout à fait autre chose. Donc, je vais m'arrêter là si vous n'avez pas de questions avant de commencer le TD. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour vous reposer. 5 minutes.
peut-être.